Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre nouvel épisode de Propulser vos affaires. Cette semaine, on reçoit un homme engagé et inspirant. Son moteur d'action, faire une différence auprès de ceux qui veulent faire une différence pour faire une différence. C'est un leader charismatique, un homme coloré, mais surtout intègre, qui consacre maintenant son temps et son expertise à aider les autres à communiquer avec impact et à exercer un leadership mobilisateur. Il est coach, conférencier, formateur et il a atteint 6 fois la plus haute distinction éducative au sein de l'organisation internationale Toastmasters. C'est avec un grand bonheur que j'accueille mon ami et collègue Raymond Brisebois. Raymond, comment vas-tu? Super bien, Vincent. Merci. Merci de l'invitation, puis merci de m'offrir cette opportunité-là d'être avec toi. J'adore toujours nos conversations, puis en particulier celles qu'on va avoir aujourd'hui. Bien, merci de venir te présenter à mon micro et qu'on prenne le temps effectivement d'échanger ensemble et qu'on parle de toi un tout petit peu, de ton expertise. Parce que quand je préparais l'entrevue, évidemment, bon, on se connaît, mais bon, j'ai constaté quand même que tu avais plusieurs années, ce qu'on dirait derrière la cravate, c'est-à-dire plus de 35 ans d'expérience, dont plusieurs au sein de l'Organisation internationale des Toastmasters. J'aimerais ça qu'on prenne le temps, pour mettre la table, de bien connaître Raymond Brisebois. C'est quoi ton parcours? Bien, mon parcours, ça m'a pris du temps, Vincent, à l'identifier dû à une enfance, bon, comme peut-être beaucoup d'entre nous, un peu rock'n'roll, là, difficile. Alors, j'ai commencé dans la vente très jeune, à l'âge de 20, 21 ans environ. Et j'ai découvert que j'aimais ça parler, j'aimais ça communiquer, j'aimais ça, c'est avec le temps, là, tu sais, j'aimais ça solutionner des problèmes. En parallèle à ma carrière dans la vente, en fait, dans la vente, j'ai fait, bon, toi et moi, on l'est encore, là, parce qu'on ne réalise pas que même si on s'en va dans un milieu là, de coaching, formation, conférence, on est encore dans la vente. Mais je dirais de façon formelle, corporative, là, ce qu'on appelle la vente B2B. J'ai fait ça jusqu'en 2009. Et j'ai été dans les premiers, ben, pas moi, là, mais dans l'environnement où j'étais avec une compagnie, qu'on était dans les premiers à vendre les fameux téléphones cellulaires. Oh! Si tu te rappelles, dans les années fin 89-90 environ, là, les deux réseaux, gros réseaux cellulaires à l'époque étaient Cantel, qui est devenu Rogers, et Bell Cellulaire, qui était après ça enveloppé sous la bannière Bell. C'était les deux seuls réseaux et un téléphone cellulaire coûtait 4 000 à l'époque. C'était une autre époque. Fait que j'ai fait une vingtaine d'années là, dans le monde des télécoms de façon beaucoup plus élargie, si on veut, là, pas juste les téléphones cellulaires. À l'époque, c'était la pagette. On ne se servait pas beaucoup de notre téléphone cellulaire parce que ça coûtait trop cher. Alors, peut-être de tes auditeurs qui ne connaissent pas ça, les cabines téléphoniques. Moi, j'avais une grosse pile de 25 sous dans mon auto parce que quand je me faisais pager, pour employer l'expression, mais je devais arrêter mon auto à une cabine téléphonique pour rappeler au bureau pour dire oui, Raymond, il faudrait que tu rappelles M. Tremblay. OK, parfait, merci, je vais le rappeler tantôt. Juste arrêter, Raymond, parce qu'il y a peut-être des auditeurs qui n'ont aucune idée c'est quoi une pagette. Oui, il va falloir mettre des images, peut-être. Ça traduit un peu notre âge et ça trahit notre âge un peu. Une pagette, c'était tout simplement un petit appareil qui faisait en sorte qu'on appelait sur la pagette et ça faisait un petit bip qui disait de rappeler à tel endroit. Donc, juste pour mettre en contexte nos auditeurs et peut-être certaines personnes qui n'ont pas notre sagesse. Ouais. Et alors, en parallèle de ma carrière, si on veut, que je vais appeler corporative, ben, j'ai découvert le coaching en accompagnant mon fils à l'époque. Là, puis ça, on parle de mon fils a 34 ans aujourd'hui, puis il y avait 9-10 ans. Là. Accompagné au hockey, puis là, souvent, on a besoin de bénévoles. Puis là, ben, j'ai commencé à coacher les tipites. Puis là, je me suis découvert comme une passion. Je me suis découvert que les tipites, c'était peut-être trop jeune pour moi. J'avais un style de leadership où j'étais plus, comment dire, dans ta face, là, plus un peu... directif. Ouais,
Et là, j'ai demandé à l'organisation de hockey mineur à l'époque, c'était à Sainte-Thérèse, de me donner, si possible, des plus vieux. On m'a donné un club junior à l'époque. Ça n'a pas duré pour différentes raisons là, politiques dans cette organisation-là. Sauf qu'après ça, j'ai eu l'opportunité dans une autre organisation à Boucherville où j'ai fait 10 ans de hockey midget 2A. C'est des 16-17 ans à un niveau quand même assez élite. Et on m'a supporté beaucoup là, dans toutes les certifications que j'avais besoin de passer, les accréditations et tout ça. Et je me suis découvert vraiment, c'était comme une drogue. Là. La drogue, c'est pas seulement d'être à l'aréna presque 12 mois par année, mais c'est aussi tout ce qui est le coaching, le leadership, la psychologie sportive, la préparation mentale et tout ça. Fait que ça a vraiment été une école pour moi parce que moi, quoique j'étais bon à l'école, j'ai quitté l'école très jeune dû à ma situation familiale. Sauf que j'aimais ça apprendre quand même. Même à ce jour, à 59 ans, j'aime encore apprendre. Pardonne-moi l'expression, là, un freak là, de tout ce qui est apprendre, apprentissage et ainsi de suite. Alors ça, c'est le deuxième volet. Et en parallèle à ça, un troisième volet, c'est que je fais du bénévolat depuis l'âge de 15 ans. Ça a commencé par suivre mon père dans les loisirs, les danses, les clubs optimistes, les ci, les ça. Et vraiment, quand je suis devenu un adulte, ben, j'ai pris ma propre décision personnelle de continuer à servir, de continuer à faire ça. Et ça m'a amené à occuper des fonctions de leadership, de président d'organisme. J'ai fondé toutes sortes d'organismes à but non lucratif. Tu as parlé tantôt de mon parcours Toastmasters et c'est arrivé en 2003 où je savais que j'aimais communiquer, mais je n'étais pas sûr si j'avais la bonne structure, si je savais comment passer des messages de façon efficace, si on veut, d'avoir plus d'impact. Ce que je ne savais pas en adhérant à cette organisation-là en 2003, c'est que Toastmasters, c'est d'abord et avant tout une organisation de leadership, qui est vraiment la sauce secrète, si on veut. Oui, tu deviens un bon communicateur, une bonne communicatrice chez Toastmasters, sauf que ça se fait grâce à une recette secrète qui est le leadership. Alors, fait que tout ça mis ensemble. Mon parcours bénévole, service, leadership, Toastmasters surtout, mon parcours dans la vente et le service à la clientèle et mon parcours de coach est venu créer comme une, si on veut, là, une potion magique, là, une recette là, qui a fait une synergie, qui a fait en sorte que ben moi, là, je veux être à mon compte, je veux servir, je veux aider les gens. Et ce que je me suis aperçu, puis ça a pris bien du temps. Là. Faites pas comme moi. Là. Prenez-vous un coach ou un mentor pour trouver vraiment, si on veut, votre voie. J'aime bien les paroles de Mark Twain qui disait les 2 journées les plus significatives de ta vie, c'est la journée de ta naissance, bien sûr, et la journée où tu découvres pourquoi tu es né. Exact. Moi, ça m'a pris, je te dirais, un bon 40 quelques années là, pour trouver pourquoi je suis né. Et là, c'est là que, tu sais, plus tu étudies sur le leadership, plus tes boss deviennent pas bons. Ils se creusent un écart. Alors, plus que toi, personnellement, tu étudies sur le leadership, plus tes patrons te regardent, tu dis, oh boy. C'est là que j'ai dit, il faudrait bien que je sois à mon compte. Et le parcours d'entrepreneur a commencé en 2009. Donc, si je comprends bien, ça a été tout simplement une succession de formations, d'événements, de formations qui a fait en sorte qu'il y a été cet élément déclencheur-là qui t'a amené au métier que tu exerces aujourd'hui. Et ce, comme tu dis, depuis 2009, donc plus de 10 ans que tu exerces ce métier-là. Oui. Bon. Aujourd'hui, si je comprends bien, tu as utilisé beaucoup ces mots-là dans ta présentation. Tu parles de leadership et tu parles de communication. Mais tu parles d'un leadership mobilisateur. Qu'est-ce que tu entends exactement par un leadership mobilisateur? C'est une bonne question, Vincent. Je dirais, prenons l'actualité, la crise actuelle qu'on vit depuis tout près de 2 ans. J'ai réalisé une chose. Sa planète, là. Dans le fond, là, ce n'est pas une crise sanitaire que l'on vit. Ce n'est pas une crise économique non plus. Ce n'est pas une crise, mettons, climatique. Oui, toutes ces crises-là existent, sauf qu'elles ont été créées par une crise beaucoup plus insidieuse, beaucoup plus inconsciente pour beaucoup de gens, et c'est une crise de leadership. OK, explique-toi. Bien, tous les problèmes qui sont pas... Premièrement,
on associe beaucoup le leadership à un titre. On associe beaucoup le leadership à quelqu'un qui doit diriger une équipe. Alors, je vais devoir travailler mon leadership parce que là, le patron m'a promu à une équipe de 10 personnes. C'est parce que tu aurais dû le faire avant, mon petit Pete, parce que le leadership, ça commence par soi-même. Et je te dirais, quand COVID est arrivé en mars 2020, en fait, j'étais même dans une conférence où le 12 mars environ, j'étais à Toronto. On attendait 60 personnes, 60 entrepreneurs francophones de la région de Toronto. Je devais prononcer une conférence là. Il est venu 3 personnes. Puis je vais te dire, je me demandais, c'est quoi le problème, là? Moi, je n'étais pas conscient, là, et on commence tout, quand il y a des crises, on commence tout un peu là, dans le déni. Tout à fait. Alors, j'ai dû me réinventer, j'ai dû, comme ben, puis sûrement toi aussi, tous ceux, beaucoup d'entrepreneurs et aussi de communicateurs comme toi et moi, on a dû se réinventer. Et c'est là que j'ai amené, comment dire, j'aime pas dire expertise, parce que j'ai réalisé que le leadership, ce n'est pas une expertise, c'est un apprentissage constant. C'est vrai, tu as raison. C'est une capacité d'influence. C'est ça. Et ça évolue tout le temps. Ouais. Et où ça a évolué chez moi, puis dans ma pratique, si on veut, là, d'aider les gens à devenir de meilleurs leaders, c'est que depuis 2 ans, je le fais beaucoup plus au niveau personnel. Okay. Oui, j'ai quelques entrepreneurs avec lesquels je travaille, qui ont des équipes à diriger, ils ont des collaborateurs, tout ça. C'est sûr, on va travailler le leadership. Mobilisateur, bien, mobiliser dit faire, comment dire, voir, être capable de vendre une vision, une mission, un pourquoi à une équipe pour que ces gens-là adhèrent à ça et que tous ensemble, avec nos différences, on pousse dans la même direction. On s'en aille dans la même direction. Donc, ce que tu dis, c'est que pour toi, un leadership mobilisateur, c'est une influence, mais également une capacité de réunir des gens autour de soi. Donc, d'être capable de réunir des gens qui partagent à quelque part, des fois, certaines valeurs, une vision commune ou une mission commune, et que tout le monde, on pourrait dire, rame dans le même sens. C'est un peu l'expression ou la définition plutôt d'un leadership mobilisateur pour toi. Tu as très bien résumé ça, même que je te raconterai une anecdote. Avant COVID, je faisais des formations en entreprise, justement. Je faisais des formations sur, j'en roulais 2 principalement, là. Comment être un intrapreneur, c'est-à-dire tu travailles à l'intérieur d'une boîte, tu as un salaire aux 2 semaines, tu as une sécurité d'emploi, sauf qu'entre les 2 oreilles, tu te comportes comme un entrepreneur. Et je faisais la fameuse formation sur je l'appelais communication mobilisatrice. Dans le fond, ça me permettait de parler de leadership, de travail d'équipe et ainsi de suite. Presque à chaque fois, quand je faisais cette formation-là, il y a quelqu'un qui démissionnait. Tellement que maintenant, quand je faisais une proposition et que je préparais, si on veut, un client à ma présence à une journée de formation, je disais, es-tu prête à ça? Parce que tu es mieux d'avoir, parce qu'on faisait l'exercice d'identifier c'est quoi les valeurs de l'entrepreneur, du propriétaire de l'entreprise ou du patron. Après ça, les valeurs, parce que les valeurs de l'entreprise ne seront pas bien différentes des valeurs du big boss. Là, exactement. Après ça, ben, l'individu, l'employé, l'entrepreneur faisait la même chose. Puis là, il s'apercevait, hey, moi, je ne fais pas ici. Là. C'est sûr que ce n'est peut-être pas nécessairement le meilleur outil de vente, mais en même temps, avoir des employés qui ne partagent pas nos valeurs, ben, c'est pas nécessairement ce qui crée un environnement très agréable, admettons. Effectivement. Donc, on parle de leadership mobilisateur, mais en même temps, on parle de communication d'impact. C'est quoi l'importance d'une communication d'impact? Ben, autant au personnel que dans le monde des affaires. En quoi la communication d'impact vient jouer un rôle dans notre leadership, par exemple? Bien, la communication d'impact, dans le fond, c'est le résultat d'un autre processus qui a commencé avant. Okay. Revenons encore à l'actualité, à la crise qu'on vit présentement. Ça avait déjà commencé avant de toute façon. Là. La crise a juste exacerbé une réalité. C'est que, bon, premièrement, on vit dans un monde très bruyant. Ouais. Souvent, les entrepreneurs ou ceux qui veulent influencer vont juste faire du bruit par-dessus du bruit, puis le message ne passe pas. Pour que la communication ait un impact, ce que ça prend, c'est juste avant gagner la confiance. On a une grosse crise de confiance. Tu sais, tu regardes au final, là, puis on ne commencera pas le débat, là, mais mettons là, les règles sanitaires. Là.
Ceux qui veulent les suivre, puis ceux qui ne veulent pas les suivre, souvent, c'est une question de confiance. Correct. Envers les institutions, envers les gouvernements, envers ci, envers ça. Envers le vaccin. Ben oui. Alors, ceux qui veulent adhérer à... Parce qu'on oublie souvent que quand tu fais une vente, ou quand on dit vente, là, je généralise autant pour passer des idées, faire avancer un projet, un concept, une idée, peu importe. Je prends tout le temps la phrase, moi, de feu Jean-Marc Chaput, que vivre, c'est vendre. Hein? Oui, Exactement. on a une vente commerciale à faire, mais à tous Toujours. les jours, on vend une idée, un projet, quoi que C'est ce ça. soit. Donc, on partage le même point de vue là-dessus. Et l'ingrédient qu'on a besoin, ben, c'est la confiance. Oui. Et là, depuis quelques années, en particulier, ce que la crise a exacerbé, c'est une crise de confiance. Alors, si on revient à ta question initiale, communication d'impact, juste avant, ça prend la confiance, puis la confiance ne vient pas toute seule, fait que juste avant, ça prend une relation. Exact. Développer une relation, montrer que tu es là pour les bonnes raisons. Moi, je ne suis pas capable, quand quelqu'un vient me chercher, je suis très, très, très présent sur les médias sociaux, puis sans même me demander comment ça va, on met un lien vers un site web ou une page de capture. Tout de suite, je ne vais même pas voir. Pourtant, je suis curieux de nature, là, mais tout de suite, j'efface le message, je ne vais pas voir. Tu sais, c'est comme, commence par développer la relation, montrer que tu es là pour les bonnes raisons puis que tu veux faire une différence dans la vie des gens. Après ça, montre-moi certains, tu sais, viens gagner ma confiance. Puis après ça, tu me proposeras une solution à mes problèmes. Puis ça, c'est une autre chose. Dans le fond, ça vient aussi, c'est un autre élément de réponse dans ta question. Communication d'impact implique me faire prendre conscience, d'abord et avant tout, de mon problème et de me montrer que tu es capable de le résoudre. Tout à fait. Pour moi, et je partage aussi ton point de vue, puis bon, tu le sais, au niveau de la vente, j'ai écrit un livre qui s'appelle Arrêtez de vendre, laissez vos clients vous acheter, où je parle effectivement que ce qui est important, c'est de développer effectivement cette relation-là avant d'essayer de vendre quoi que ce soit. Mais cette relation-là, cette façon de faire-là, avant de se rendre à un objectif final, c'est tout simplement une approche communicationnelle et relationnelle. Donc, d'avoir une communication d'impact pour que la personne à ton côté, si je comprends bien ce que tu dis, ait Oui, envie de t'entendre et a envie de partager quelque chose avec toi. effectivement, très Donc, juste. tu consacres vraiment ton accompagnement à aider tes clients, finalement, à développer ce leadership mobilisateur-là et probablement à avoir une communication d'impact, mais qui, à mon point de vue, je pense que ce sont des vases communicants. Oui, ça va ensemble. Parce que tu as sûrement connu, là, tout le monde là, qui nous écoute, qui nous regarde, des très grands communicateurs dans l'histoire de l'humanité, là, Ouais. où on peut juste regarder plus près de nous là, dans la culture, le journaliste, la politique et ainsi de suite. Et ça ne veut pas dire que ce sont de bons leaders. Tout à fait. À l'inverse, tous les grands leaders de ce monde qui ont fait une différence, qui ont changé des choses, qui ont inspiré, étaient de bons communicateurs. C'est vrai, je n'avais jamais vu cet angle-là, mais très intéressant. Un bon communicateur n'est pas nécessairement un bon leader, mais souvent un bon leader est un bon communicateur. Très intéressant. C'est ça. Dans l'introduction, j'ai présenté ta raison d'être, ta mission que j'ai envie de répéter parce que je la trouve extraordinaire et en même temps colorée, c'est-à-dire faire une différence auprès de ceux qui veulent faire une différence pour faire une différence. Donc, comment ça se vit au quotidien, cette mission-là de ton côté? Bien, premièrement, ça m'a pris beaucoup de temps à la trouver et c'est, il y a peut-être quelques années, beaucoup de gens connaissent, puis probablement toi, Simon Sinek, avec son fameux Trouvez votre pourquoi. Les Oui, gens n'achètent pas ce que vous faites, ils vont plutôt acheter pourquoi tu le fais. tout à fait. Et j'aime pas, comment dire, en vieillissant, tu sais, j'avais fait 30 ans de vente corporative avec beaucoup ce qu'on appelait à l'époque du cold call, cogner aux portes, vivre avec le rejet, te faire virer de bord, te faire dire non et tout ça. Et là, quand j'ai commencé en 2009, ma carrière, si on veut, coach, conférencier, formateur, je suis tombé dans le piège de penser que je n'avais plus besoin de vendre. J'ai frappé un mur. Là. Tu sais, je l'ai payé cher, cette croyance-là, parce qu'on a toujours besoin de vendre, sauf qu'on peut devenir bien plus un pêcheur qu'un chasseur. Ah, bien sûr. Parce que quand tu chasses, bien, à un moment donné, c'est essoufflant, tandis que quand tu pêches, bien, ta proie, ton client ou la personne avec qui que tu veux aider vient à toi.
Puis quand je l'ai trouvé, ce pourquoi-là, cette raison d'être-là, ça a changé ma vie drastiquement. C'est que je me lève le matin. Un, je sais pourquoi je me lève. Deux, je sais qu'est-ce que ça fait dans la vie des gens, le fait que je me sois levé. Puis je te dis ça bien humblement, là. Tout à Parce fait. que c'est pas tout le monde qui a besoin que je les aide. C'est pas tout le monde qui a besoin de mon pourquoi, si on veut, de ma raison d'être. Sauf qu'il y en a assez que je ne manque pas d'ouvrage. Et c'est là que je suis devenu beaucoup plus un pêcheur qu'un chasseur. Et mes revenus, avant COVID, doublaient à chaque année, sans Wow. forcer. Bon, COVID a un peu ralenti cette croissance-là, sauf que je vis quand même assez bien en dépit de COVID. J'ai juste eu à me réinventer un peu. Puis je te dirais, j'ai maintenu quand même, pas une croissance exponentielle, mais une belle croissance quand même qui fait que je ne suis pas à plaindre, là, dans le sens que il y en a des pires que moi. Donc, est-ce que tu dirais que ce qui t'a permis effectivement d'enclencher ta croissance, c'était la reconnaissance de ta raison d'être et de ta mission? Tout à fait, 300%. Et je me permets un point, et c'est ce que je dis très régulièrement lorsque j'accompagne moi également certains entrepreneurs, ou même des travailleurs autonomes, ou même des professionnels. Je dis souvent, les gens ont peut-être une croyance qu'une mission, c'est d'écrire un petit texte sur un bout de papier. Mais c'est tellement plus que ça. C'est vraiment cette Oui. connexion-là, cette vérité-là, cette authenticité-là qui fait en sorte que, comme tu mentionnais tout à l'heure, sans même sans nec, les gens n'achètent pas ce que l'on fait. Je dis souvent, les gens n'achètent pas nos produits et services. À la base, les produits et services, ils s'en foutent un tout petit peu. Ils cherchent qu'est-ce que les produits et services vont leur apporter et pourquoi on le fait. Oui. Donc, à ce moment-là, ça vient amener plus de sens et plus de cohérence dans nos affaires. Et tu en es un exemple concret qui t'a permis à ce moment-là de lancer et de propulser tes affaires. Donc, et j'ai réalisé beaucoup l'importance de ça parce que j'ai commencé, j'ai développé un nouveau marché depuis 2018. Un ami m'a référé un gros investisseur immobilier dans la région de Montréal. Ouais. Et là, je suis rentré dans ce monde-là, si on veut, par la porte d'en arrière de l'investissement immobilier, qui est très, très, très similaire à l'entrepreneuriat. Tout à fait. Souvent, autant les entrepreneurs que les investisseurs immobiliers veulent soit se libérer financièrement, veulent quitter leur emploi ou veulent que leur conjointe quitte leur emploi, veulent une meilleure vie. Ils voient un véhicule possible que ça pourrait me permettre de, sauf qu'ils ne savent pas par où commencer. Et ils vont, souvent, je vais rencontrer des entrepreneurs ou des investisseurs qui ont beaucoup de drive, là, beaucoup de passion, beaucoup de motivation, sauf qu'ils sont capables de grimper les échelons, si on fait l'image, mais ils s'aperçoivent que des fois, l'échelle est sur le mauvais mur. Oh, c'est beau. Là, tu as grimpé les échelons, puis tu te dis, oups, finalement, c'est pas ça que je veux. Puis là, tu redescends l'échelle, puis là, tu poses ton échelle sur un autre mur en souhaitant que celle-là devrait peut-être fonctionner. Définir ton pourquoi, définir ta raison d'être, ça permet de poser l'échelle sur le bon mur. J'adore l'image. Je la trouve vraiment très, très, très puissante. Être en mesure de définir sa mission, et je ne fais que répéter ce que tu as dit, définir sa mission, c'est de s'assurer que notre échelle est sur un bon mur. J'adore, vraiment, j'adore. Ce qui est venu complémenter cette réflexion-là, c'est un bon ami à Linda et à moi, qui est un ancien général, un général de l'armée canadienne à la retraite. Il parlait du principe de l'arc de tir. L'arc de tir, c'est quand tu es au combat, en situation de combat. Puis lui, il a fait la Bosnie, puis il s'est promené partout à travers la planète. Le gars a 70 ans passés maintenant. Il disait, on va placer un soldat, mettons, avec une mitraillette ou son fusil à un endroit. Puis on va lui dire, tu vois la maison qui est là-bas, là, avec le toit rouge, et l'autre de l'autre côté qui a le toit bleu. Entre ça et ça, quoi que tu vois, tu n'as même pas besoin de nous demander la permission au walkie-talkie. Là. Tu fais ce que tu as à faire, tu tires. Tu as permission. Toutefois, à l'extérieur de ça, n'importe quoi que tu vois, touche pas, peu importe. Ça se peut que nous, on s'en occupe et ça se peut que tu aies un de tes collègues, un de tes amis qui est là, puis tu pourrais le blesser. C'est ce qu'on appelle l'arc de tir. Moi, avec l'âge, je deviens un peu paresseux. Puis le fait d'avoir un arc de tir me permet de me concentrer juste sur les projets qui me nourrissent. C'est ça que ça fait. Puis, dans le fond, n'importe qui, je suis convaincu, là, peu importe le domaine d'activité, quand tu es entrepreneur, vendeur, vendeuse, peu importe, tu n'as pas besoin d'avoir tous les clients.
Tu as juste besoin d'avoir les bons qui ont ton argent, qui sont prêts à payer le prix, qui reconnaissent ta valeur, qui reconnaissent que tu solutionnes leurs problèmes. Et après ça, ben, tu vas avoir du fun au bout. Là. Tellement d'accord. On partage exactement le même point de vue à ce niveau-là. J'ai envie de prendre un petit virage et d'aller du côté du métier de coach, parce que, bon, c'est un de tes titres que tu portes et je sais également que tu accompagnes certains coachs en fin de compte, dans ta clientèle. Le métier de coaching a pris beaucoup de popularité, a gagné beaucoup en popularité ces dernières années. Le métier a beaucoup évolué également. Pour toi, c'est quoi comment un coach fait pour être en mesure de bien se démarquer dans son marché? C'est une bonne question. Je dirais, je vais faire attention. Toutes les certifications, les formations, tout ça peuvent être nécessaires. Parfait. Sauf que trop souvent, ces gens-là vont mettre l'accent sur leur certification. Puis le client, j'ai réalisé avec le temps que le client ne te paye pas pour ça. Il paye pour les résultats. Et que ça revient à ce qu'on disait tantôt. C'est quoi le problème? Tout à fait. Souvent, il y a des kids, là, des 22, 23, 25, 30 ans qui vont venir à moi puis ils vont dire, j'aimerais ça devenir conférencier. La première question que je leur pose, c'est quoi le problème? Ils disent, ben, qu'est-ce que tu veux dire? OK, je sais, c'est sexy le stage, là. Puis même le stage virtuel, là, faire des Facebook Live, des podcasts, des blogs, du YouTube, peu importe le stage, qu'il soit virtuel ou en présentiel, c'est sexy, c'est le fun. C'est quoi le problème? Quoi le problème que tu veux résoudre? Alors, le coach, ben, il est capable de faire, bon, premièrement, ce qu'il va faire, c'est il est capable de voir les angles morts. Tout à fait. Souvent, tu sais, tu regardes, mettons, je ne sais pas moi, Tiger Woods au golf. Si Tiger Woods au golf joue au golf, même sur une patte contre son coach, il va battre son coach. Fait que le coach n'est pas meilleur qu'un autre. Il voit juste des choses que peut-être le client ne voit pas parce qu'il a le nez collé sur la réalité. L'approche que moi, je trouve qui fonctionne de nos jours, c'est une approche hybride, si on veut, de coaching-mentorat. Parce que le vrai coach, le pur 100% coach, il ne parle pas bien. Je suis d'accord. Il y a des protocoles, il y a des processus, il y a des questionnaires, puis il fait parler le client. Et le coach va être en charge du processus, puis le client est en charge du résultat. Ce que je me suis aperçu, c'est que le client aime ça aussi se faire, aime ça recevoir un peu de mentorat, un peu de toi, comment tu ferais quand tu sais. Et c'est là que j'aime bien l'approche hybride où, oui, de temps en temps, je vais faire réfléchir le client, faire cette introspection-là, le faire travailler sur lui pour qu'il puisse trouver les réponses lui-même. Puis je vais juste comme être un facilitateur là-dedans. Et il y a aussi des moments donnés où je vais être plus le mentor, où je vais lui partager mon expérience. Tout à fait. Moi, j'appelle, et c'est comme ça que je me définis également, j'appelle ce rôle-là un accompagnateur, pour moi, avantage, un accompagnateur, parce que je considère effectivement que le coaching a une expertise, une spécialité différente. Le consultant a une expertise et une façon de faire qui est différente. Mais par moment, ben, le mix entre les deux, ce que je pourrais définir de mon côté, serait à ce moment-là un accompagnateur. Effectivement, bien dit. Donc, pour toi-même, on le sait toi-même, on dit coach parce que c'est dans l'univers collectif, c'est plus évident, mais mettons que tu es un accompagnateur, un coach, un mentor, tu accompagnes déjà des coachs, des conférenciers, des entrepreneurs, tu l'as dit tout à l'heure, certains entrepreneurs immobiliers. Et avec ton expertise depuis plusieurs années, quelle serait selon toi l'erreur à ne pas faire pour saboter une carrière ou pour prendre un mauvais chemin? Est-ce qu'il y a une seule, il y en a plusieurs erreurs qu'on peut faire, mais laquelle, selon toi, est la plus importante à éviter? Moi, je dirais, très bonne question. Merci pour ta question parce que ça nous amène à plus de profondeur, si on veut, là, dans cette réflexion-là. Ce que je constate, c'est que j'ai réalisé que le succès, souvent, c'est bien plus une question de soustraction que d'addition. Oh, intéressant. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bien, j'ai réalisé avec le temps. Ça m'a pris du temps, là.
que ce qui nous ralentit vers notre objectif ultime, quand tu le connais. Déjà là, il y a un autre élément, c'est que les gens font beaucoup de planification court terme. C'est comme là, dernièrement, là, à peu près un mois, l'année passe vite déjà, on est en février, là, mais ils ont fait leur planification 2022. Et l'erreur, c'est que souvent, ce n'est pas basé sur quelque chose de plus long terme. Je suis d'accord avec toi. Juste le temps, joue aux cartes et aux échecs en même temps. Quand tu joues aux échecs, tu dois penser 10 coups à l'avance. Ça, c'est ton plan 5 ans, 10 ans, 20 ans, tout dépendant de ton âge. Et après ça, ben, prends ton jeu de cartes, comme dans le temps quand on jouait avec des vraies cartes, puis regarde la main que tu as là aujourd'hui. Joue ta main avec ce que tu as, les ressources que tu as. Et en fonction de ta vision. C'est ça. C'est souvent ce que je dis, c'est de connaître la destination finale qui va avoir un impact sur tes décisions aujourd'hui. C'est ça. Alors, si je reviens à ta question, l'erreur, puis je vais me risquer à cette réponse-là, si je dois faire un choix d'une réponse, d'une chose, d'un comportement, c'est que souvent, ce qui nous ralentit vers ce plan-là, moi, personnellement, je l'appelle mon plan divin. Ce ne sont pas les obstacles, mais ce sont plutôt des chemins trop faciles vers des objectifs moindres. Oh, j'adore ça. J'adore ça. Et c'est là que je dis que le succès, c'est souvent une question de soustraction. Il faut que tu soustresses. Oui. Donc, il faut prendre le temps de soustraire certaines choses de notre plan de match pour s'assurer de se concentrer sur le plus important qui va nous amener à notre vision finale. C'est un peu exactement. Quand d'abord et avant tout, tu l'as identifié, cette vision ultime-là. Tu as abordé le mot succès. Je trouve toujours intéressant de poser cette question-là. Pour toi, c'est quoi la définition du succès ou de la réussite? Je dirais, chacun a sa réponse. La mienne, c'est d'être capable de vivre mon why, mon pourquoi. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Je pense que le succès et la réussite, c'est propre à chacun. Chacun a son propre volet. Et dans ton cas, je pense que c'est cohérent en fonction de ta raison d'être. Faire une différence auprès de ceux qui veulent faire une différence pour faire une différence. Et en faisant ça, je réalise que moi, je suis un gars, personnellement, dans ma vie personnelle et spirituelle, je suis croyant. J'essaie de faire en sorte que quand je vais me présenter à la fin de mes jours devant le Big Boss, je vais pouvoir lui dire, c'est sûr, je n'ai pas été parfait, sauf que j'ai utilisé le plus possible tous les talents que tu m'as donnés. C'est bon. Puis ma façon de faire ça, c'est de vivre mon pourquoi, de vivre mon why. Puis ça, j'ai réalisé ça quand j'ai été capable de faire la différence entre bonheur et sentiment d'accomplissement. OK. C'est quoi la différence entre bonheur et le bonheur, c'est, admettons que tantôt au lunch, tu as le goût d'une bonne poutine. Là. Parce que ça fait longtemps que tu n'en as pas mangé une, puis tu as le goût, là, tu dis, moi, tricher, là, puis là, je m'en paye une bonne. Si tu réussis à faire ça, tu vas vivre un moment de bonheur. OK. Et c'est ponctuel. Oui. Tu vas vivre un high, mais après ça, tu vas revenir. Tu vas peut-être même avoir mal au ventre. Il y a des conséquences. Oui. Tandis que le sentiment, ce qu'on appelle en anglais purpose, le sentiment de réalisation est beaucoup plus soutenu. Tu n'es pas au plafond, mais tu n'es pas down non plus. Tu es juste à la bonne place. Un genre de sentiment d'épanouissement. Effectivement, c'est ça. Donc, accomplissement, tu as du sentiment d'accomplissement que tu as nommé? Oui, épanouissement est peut-être le meilleur mot, je pense. Ouais. En tout cas, épanouissement et bonheur. Donc, le bonheur est plus ponctuel, tandis que l'épanouissement est plus en continu ou plus habité, je dirais, à ce niveau-là. Intéressant, toi, c'est une vision que je n'avais pas mis en place. On pourrait parler pendant des heures à ce niveau-là, oui. mais j'aimerais ça t'entendre au niveau en fin de compte, de ta façon, toi, de voir les affaires aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, c'est que, tu l'as dit, on doit tous vendre, on est tous à quelque part en mode développement, mais pour atteindre effectivement peut-être ce sentiment d'épanouissement-là, si tu avais 2 ou 3 conseils à donner, et je vais dire 3, tiens, parce que je sais que tu es généreux, on avait 3 conseils à donner aux gens qui nous écoutent pour les aider effectivement à mieux réussir, à avoir peut-être ce sentiment d'épanouissement-là ou à la limite à propulser leurs affaires. Quels seraient ces 3 conseils-là que tu nous donnerais?
Bien, dans le fond, ça me permet de faire peut-être une petite récapitulation de ce qu'on a discuté depuis tantôt. Premièrement, définis ton arc de tir. Oui. Assure-toi de poser l'échelle sur le bon mur. Tout à fait. L'introspection, ça demande une introspection. Puis il y a Bernard Voyer qui disait, Bernard Voyer qui était le premier Québécois-Canadien à escalader l'Everest. L'Everest, c'est 8840 mètres d'altitude. Puis il disait, pour être capable d'aller à 8840 mètres d'altitude, tu dois aller d'abord et avant tout à 8840 mètres à l'intérieur de toi. À l'intérieur. Oh, c'est beau. L'entrepreneur, en tout cas, moi, je te dirais 9 entrepreneurs sur 10 que je rencontre, que je côtoie, ne veulent pas faire ce travail-là. Ils vont sortir des gros budgets là, pour des sites web, pour des équipes marketing, pour tout ce qui est comptabilité, fiscalité, tout le kit, puis gestionnaire médias sociaux, puis tout ce qui est externe, mais prendre du temps pour travailler sur eux, ça fait mal. Ça demande un effort, parfois surhumain. Et puis moi, je dirais, pour répondre à ta question, fais ce travail-là. Et déjà là, ça va te donner un avantage, un edge que d'autres n'ont pas. C'est là que tu vas être capable de te démarquer comme entrepreneur ou comme intrapreneur. Après ça, ben, fais-moi réfléchir. Tu sais, on me propose, là, tu sais, on disait tantôt, on est à l'ère de l'information, de la surinformation. Une semaine d'information dans un gros média là, à grand tirage comme le New York Times, c'est ce qu'un humain normal recevait dans toute sa vie au 18e siècle. C'est fou. On est un peu boulimique d'informations aujourd'hui. Oui. Sauf que là, merci à COVID, il y a le Forum économique mondial qui disait dernièrement qu'on est en train de passer de l'ère de l'information à l'ère de la sagesse et de la perspective. Tout à fait. On le voit avec ce qu'ils appellent le grand reset, là, la grande démission, ce que beaucoup de gens avaient un travail où, dans le fond, ils ont réalisé que l'échelle n'était pas sur le bon mur. Ils retournent à la maison parce que les gouvernements les ont forcés de retourner à la maison. Puis là, ils se disent, wow, là, moi, je ne veux pas retourner. Fait que, autant au niveau des affaires, là, comme tu disais tantôt, au niveau du commerce, des affaires, de l'entrepreneuriat, de qu'est-ce qu'on a, nous, comme entrepreneurs, à offrir comme solution, comme produit, comme service, la clé, c'est de faire réfléchir les gens. Le processus de réflexion de l'auditoire, du marché, de la tribu, de la communauté est l'élément le plus vital. Mais pour ça, il faut que tu viennes capter mon attention. Puis c'est pour ça que je dis tout le temps, moi, surtout de nos jours, la conférence sous toutes ses formes, virtuelle ou en présentiel, tu n'es pas obligé de louer une salle puis d'avoir une scène. Là. Ça peut être sur les médias sociaux, ça peut être ta façon de t'exprimer sur tes plateformes, que ce soit blog, podcast, YouTube, peu importe. C'est le moyen de marketing le plus puissant de l'entrepreneur aujourd'hui. Parce que tu vas me faire réaliser un problème que j'ai, une problématique, et c'est là que tu vas pouvoir m'inspirer par ton histoire, comment tu pourrais m'aider à solutionner ce problème-là. C'est les fondations même d'une approche marketing, c'est-à-dire de piquer la curiosité, de susciter l'intérêt par effectivement en faisant réfléchir et après ça, créer le désir en disant, ben tu vois, tu as tel problème, moi je peux t'aider à le résoudre. Donc, c'est un peu un genre de processus attractif et marketing. Oui. Là, tu rendu à 2, là? Oui, on est rendu à 2. La première, c'est-à-dire mettre ton échelle sur le bon mur, c'est-à-dire de revenir véritablement en toi, l'introspection, bref, trouver ton why. C'est un peu ce que tu disais. Oui. Le deuxième, tu dis, ben, faire réfléchir, s'assurer qu'on on donne plus de perspectives, être moins boulimique d'informations, mais plus à ce moment-là, faire réfléchir et se concentrer davantage sur, moi, ce que j'appelle les motivations profondes de ton client en mode soit problème ou soit aspiration. Donc, les 2 points. Donc, faire 1, échelle, 2, faire réfléchir. Troisième, tu dirais quoi? Raconte ton histoire. Tu sais, trop souvent, les entreprises, puis tu sais, c'est en lien avec les 2 autres, là, avec le 1 et le 2, c'est que oui, connais ton marché, oui, connais ton produit, tes spécifications, puis voici la façon qu'on a bâti tel bidule avec tel spec, telle technicalité, puis on le garantit 2 ans, puis avec ça, ben voici les normes. C'est tout correct, là. Sauf que ça, c'est très cerveau gauche. Tout à fait. Cerveau gauche, c'est beaucoup l'analyse, le data, l'information, puis c'est tout correct. Fais tes devoirs, là. Sois compétent, c'est un minimum. Maintenant,
Si tu veux gagner ma confiance, viens parler au côté droit du cerveau et c'est là que raconter ton histoire va inspirer les gens. Quand tu y penses là, de façon plus générale, de façon plus globale, un être humain en soi ne peut pas inspirer. Gandhi, Obama, Mandela, Mère Teresa, Churchill, nomme-les. À la base, ils n'étaient pas inspirants. C'est leur histoire qui était inspirante. Enlève l'histoire, ces gens-là, on ne les connaît même pas. C'est vrai. Alors, pourquoi tu as lancé cette compagnie-là? Si c'est juste parce que c'est payant, passe à un autre appel. Tout à fait. Si tu as lancé ce produit-là parce que vraiment, toi, ça te parle, parce que tu sais que ça peut changer des vies, que ça peut changer ma vie aussi, bien là, on va jaser. Et ce que je m'aperçois, c'est que, bon, beaucoup d'entrepreneurs sont experts dans leur domaine et c'est tant mieux. Tout à fait. Ce que j'essaie de faire avec eux ou de leur inspirer de faire, c'est passe d'expert à visionnaire, c'est-à-dire que tu vas me faire réfléchir sur des questions que Google ne peut pas répondre. J'adore ça. C'est rare. Bref, ce que tu es en train de dire, c'est que le côté raconte ton histoire est nécessaire pour, et je reviens à ta mission, ta raison d'être, faire une différence. Et voilà. Et voilà. Ça boucle bien la boucle. Alors, je répète les 3 conseils très importants. 1, mets ton échelle sur le bon mur. Donc, introspection, c'est quoi ton why, c'est quoi ton pourquoi, c'est quoi ta mission. Oui. Deuxièmement, fais réfléchir. Prends le temps d'aller poser des questions et mettre en place un angle ou une perspective différente que juste de vouloir partager du contenu. Et troisièmement, suite à cette réflexion-là, partage ton histoire, donc pour faire une différence auprès de ton auditoire, de tes clients, de tes collègues, de tes patrons, bref, auprès des gens qui sont autour de toi. Et voilà. Super intéressant. Vraiment très, très intéressant. Merci infiniment, Raymond. Si les gens veulent te rejoindre, site Internet, je te laisse nous le nommer. Le site Internet est en construction encore, il n'est pas encore lancé. Je peux quand même donner le lien, c'est grbleadership.com. Parfait. Sauf que si vous tapez ça, ça va prendre peut-être quelques semaines encore avant qu'il soit lancé. Sinon, je fais beaucoup, je me fie beaucoup à mes médias sociaux, autant LinkedIn, Facebook, Instagram. Je suis pas mal public assez partout. Je suis très facile à trouver et à rejoindre. Oui, et je vous encouragerais à aller voir ces réseaux sociaux. Beaucoup de beaux petits partages et également toujours une approche, je disais en introduction, une approche colorée qui nous permet effectivement, comme tu le mentionnes, de réfléchir. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Sur ce, merci infiniment d'avoir pris ce temps-là pour nous partager toute cette valeur-là. Un grand merci. Et pour vous, à la maison, je vous remercie sincèrement d'avoir été présent et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission de Propulser vos affaires. Ciao tout le monde. Merci Raymond et à bientôt.